Bienvenue à Confidence de DRH, l'émission ressources humaines des éco-business et de la NDRH. Notre invité, Édouard Malo-Henry, directeur des ressources humaines de la Société Générale. Édouard Malo-Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH de la Société Générale. Vous avez commencé votre carrière bancaire par l'inspection générale, ensuite une carrière internationale. Vous êtes allé jusqu'en Australie et au Canada, où vous avez occupé des fonctions de direction générale. Et vous êtes depuis juillet 2012 DRH du groupe Société Générale. Donc vous êtes arrivé dans un contexte pas facile pour un début. Donc vous évoluez après la crise, après deux plans de sauvegarde de l'emploi. Donc n'est-ce pas des débuts un peu compliqués ? Écoutez, merci déjà de m'accueillir. Je suis effectivement le DRH du groupe depuis juillet 2012, c'est-à-dire une période qui n'était pas simple pour les banques, et en particulier pour les banques internationales comme la Société Générale. On était un an après la crise de liquidité de l'été 2011. Et effectivement, sous la pression des régulateurs, sous la pression des marchés, nos métiers évoluent, nos métiers changent. Et il était clair que les ressources humaines étaient un enjeu plus important que jamais. Et j'ai rejoint vraiment cette fonction à un moment clé dans l'histoire du groupe. D'accord, donc un pari vraiment un défi important dans la mesure où il y a eu 2 PSE chez vous, 2 plans de sauvegarde de l'emploi. Donc comment avez-vous pris les choses et comment êtes-vous entré dans cette fonction à partir de 2012 jusqu'à maintenant ? Alors quand je suis devenu DRH de la Société Générale, du groupe Société Générale, c'était après le premier PSE qui avait touché les métiers de banque de financement et d'investissement. Et effectivement, un an après, nous annoncions un deuxième PSE. Donc je rappelle qu'un PSE, c'est un plan de suppression d'emploi qui n'est pas un plan de licenciement, mais de suppression d'emploi. Donc on avait un gros enjeu de transformation du groupe. Et il était très clair pour moi que nous ne pouvions pas réussir cette transformation sans un vrai dialogue social et sans un vrai travail ensemble de co-construction avec les partenaires sociaux. Il y avait les personnes qui pouvaient partir, mais aussi ceux que vous deviez réaffecter. Alors un PSE, c'est une suppression d'un certain nombre de postes. En fait, sur 2 ans, c'est autour de 1500 postes que nous avons supprimés à la Société Générale en France. Un plan de départ volontaire est ouvert pour ceux qui souhaitent quitter l'entreprise aux conditions qui sont offertes. Et pour le reste, nous voulons laisser personne au bord du chemin. Donc nous avons mis en place un mode opératoire avec nos partenaires sociaux et au sein de l'entreprise pour ne laisser personne au bord du chemin dans le cadre de ces transformations. D'accord. Et comment vous y êtes-vous pris ? Comment avez-vous renoué le dialogue ? Parce que ça ne devait pas être évident dans ce contexte difficile de faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre vous, les partenaires sociaux et les salariés. Alors vous avez raison, c'est toujours un peu un moment de vérité pour une entreprise de vivre ces moments de transformation. Mais c'était très clair pour moi que cette étape de la vie du groupe ne pouvait pas se faire sans un accord ambitieux avec nos partenaires sociaux. Nous l'avons signé en février 2013. Signé avec combien de... Avec l'unanimité de nos partenaires sociaux, ce qui est assez inhabituel, vous savez, dans le paysage social de notre pays. Et nous avons eu un travail en commun sur 3 directions principales. Le premier, c'est mieux partager ensemble, anticiper, mieux discuter. Et pas uniquement sur les réponses que nous apportons, mais sur les questions qui se posent. Donc on a pris l'habitude de se rencontrer avec les partenaires sociaux tous les trimestres, pendant 2-3 heures, quelquefois plus, avec Frédéric Oudéa, le président du groupe, moi-même. Et nous avons une discussion stratégique sur l'évolution du groupe, sur les principaux enjeux, de manière à ce que lorsque les dossiers se présentent, tout le monde puisse les relier aux discussions précédentes. Plus de dialogue. Beaucoup plus de dialogue et surtout anticipation. D'accord. Et les 2 autres volets ? Le deuxième volet est un volet d'adaptation. Nous étions convaincus que nous ne pourrions pas ne laisser personne au bord du chemin sans repenser le mode de pourvoi des postes et de recrutement dans le groupe Société Générale. Donc nous avons créé un campus mobilité, qui fait que la RH, les équipes RH, et que nous avons d'ailleurs mélangé avec des équipes d'opérationnels pour être bien sûr d'être au plus proche des préoccupations du terrain, ont la main
et sont à l'initiative du pourvoi des postes au sein de... Et le troisième volet, c'est la transformation. Dans l'hypothèse où nous faisons effectivement un plan de sauvegarde de l'emploi, comment s'y prendre, dans quelles conditions de délai, d'examen et de discussion avec les partenaires sociaux. Donc ces 3 volets ont fait notre accord du 13 février 2013 et signé à l'unanimité des organisations syndicales. D'accord. Juste pour revenir sur le campus, alors le campus mobilité, ça veut dire que vous centralisez les affectations, Alors c'est très simple. Oui. Quand un poste est ouvert à la Société Générale, et c'est valable pour la France, ce mécanisme que je vais vous décrire, il est décrit dans une bourse des emplois. Et lorsque cette description est faite, l'équipe Campus Mobilité a une quinzaine de jours pour revenir devant le manager avec des solutions. Le manager a une dizaine de jours pour rencontrer les candidats à ce poste. Et en cas de désaccord, l'arbitrage ultime est un arbitrage au niveau de la RH, de la DRH. Et donc, ça veut dire que les managers ont moins de perdre la main là-dessus. Alors, ils ne perdent pas la main, c'est de la co-construction. Donc, c'est un travail intelligent entre les managers et la RH. Et en cas de désaccord ultime, j'ai effectivement le dernier mot. Je dois vous dire que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, je veux croire que le système fonctionne très bien. Et quand je vois le nombre de mobilités internes effectuées selon ce procédé, c'était plus de 2000 l'année dernière et on est sur un rythme de 3000 cette année. C'est votre objectif? Sur le périmètre des services centraux français. Donc c'est quand même une performance que d'avoir pu faire autant de mobilité. Donc je vous dirais que c'était nécessaire dans le cadre de l'accord que nous avions négocié avec nos partenaires sociaux. C'était notre volonté, mais c'est également une fierté. Je suis très fier d'être le DRH qui a permis de mettre en place un système qui ne laisse personne au bord du chemin. Donc, écoutez, c'est vrai que là, les partenaires sociaux ont signé, les mobilités s'effectuent, mais juste si on essaie d'anticiper un peu, toutes les banques ferment en fait, ferment de plus en plus d'agences, et puis la pyramide des âges ne va pas forcément toujours jouer en votre faveur. Donc, si on anticipe un petit peu, comment allez-vous faire par la suite ? Vous n'aurez pas des conditions toujours aussi favorables. Comment cela va-t-il se passer? Alors là, vous faites mention d'une partie importante de notre activité, qui est la banque de détail en France, et du réseau d'agences que nous avons en France, sous différentes marques d'ailleurs, Société Générale et Crédit du Nord, qui appartient au groupe Société Générale. Donc effectivement, nous sommes confrontés au défi du digital et du numérique. Et nous savons qu'au-delà du nombre d'agences, et nous avons annoncé cette année la fermeture de quelques dizaines d'agences. Donc ce sont des nombres que nous pilotons au fur et à mesure de l'évolution du marché et du comportement de nos clients. Donc vous anticipez... Donc nous cherchons à anticiper, mais vous savez, on est très modeste aussi. Hein, c'est une anticipation qui se fait avec beaucoup d'humilité. Et nous savons surtout que nos métiers vont évoluer, que le fonctionnement de nos agences, ce qu'attendent les clients de nos agences va évoluer. Et donc c'est autant un défi sur le nombre des agences que sur les métiers de la banque dans les agences et sur l'expérience client que nous voulons offrir aux clients dans nos agences. D'accord. Alors juste avant de passer à notre séquence le défi, j'ai une petite question parce que évidemment on ne va pas revenir sur l'affaire Kerviel, on n'a pas le temps et ce serait pas sérieux de faire ça en quelques minutes, mais c'est juste une petite question concernant les traders parce que tout le monde se pose cette question. J'imagine que les gens qui nous regardent, y compris les personnes, les salariés de la Société Générale, un trader, quand on est DRH, ça se gère comment? Est-ce que c'est une diva incontrôlable? Comment gère-t-on un trader? Alors vous savez, pour les traders, il y a le monde d'hier et il y a le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'hier, il est difficile de nier que des situations difficiles ont pu exister. Donc hier, c'était les divas, un peu. Et il n'y a pas de doute que ces métiers nouveaux, qui sont récents, qui n'existent que depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans dans leur dimension actuelle, ont pu donner lieu dans certaines banques, dans certaines institutions, à des situations qui ont été mal comprises ou qui étaient peut-être difficilement compréhensibles. Le monde aujourd'hui, c'est pas ça. Le monde aujourd'hui, les traders, ça représente 1% pour nous, moins de 1% même de nos effectifs. L'effectif étant de 148 000 à peu près. Oui, c'est ça, un peu plus de 150 000 en fait, collaborateurs dans le monde. Donc moins de 1% sont des traders. C'est une activité très saine qui est parfaitement nécessaire au fonctionnement de l'économie. Souvent des postes tenus par de jeunes collaborateurs qui sont souvent dans leurs 10-15 premières années d'expérience professionnelle. Et pour nous, ce sont des collaborateurs importants avec des enjeux de recrutement, de formation,
formation, des enjeux de mobilité également, parce qu'on n'est pas trader toute sa vie. Et c'est une fonction importante de la banque, même si c'est une toute petite partie de notre population, et qui présente des enjeux RH comme ceux des autres personnels, des autres collaborateurs de la banque. On peut dire. Mais les traders d'aujourd'hui, je peux vous dire, ce sont vraiment des acteurs nécessaires à l'économie et importants dans le fonctionnement de l'économie de nos pays. Donc on est très très loin des caricatures qui ont pu exister auparavant. D'accord, mais écoutez, nous allons passer à notre séance, le défi. Édouard Malo-Henry, quel est votre plus grand défi RH de 2014 ? Mon plus grand défi RH de 2014, je pourrais revenir sur l'importance d'anticiper sur l'évolution parce que les métiers changent très vite. Mais je vous dirais que non, le plus grand défi pour 2014, c'est de développer encore l'engagement des collaborateurs. Vous savez, il n'y a pas d'entreprise qui s'adapte vite et bien à l'évolution de ces marchés si les collaborateurs ne sont pas parfaitement engagés, ne sont pas fiers de faire leur métier et ne sont pas dans le match. Et mon défi, c'est vraiment ça. Deuxième séquence, le modèle. Donc, Édouard Malo-Henry, quel est votre modèle ou vos sources d'inspiration ? Écoutez, des gens qui ont été des modèles pour moi, j'en ai rencontré, mais j'ai souvent fait l'observation que pour pouvoir être inspirant, il fallait être inspiré. Et ceux qui sont inspirés, pour moi, sont très souvent ceux qui sont au plus proche des gens avec qui ils travaillent. Et plus généralement, je vous dirais, je vais même vous livrer un sentiment très personnel. Une confidence alors ? Une confidence, allons-y. Ceux qui sont conscients de la source de leur motivation et qui relient leur action à leurs convictions et qui sont inspirés par ce qui les anime profondément dans la vie. Donc dès que je rencontre des acteurs dans l'économie, des collègues, des collaborateurs qui agissent de façon engagée et qui sont parfaitement cohérents dans leur inspiration, je peux vous dire que moi, ça me booste. Très bien. Écoutez, merci Édouard Malo-Henry. Merci beaucoup.